Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très bonne année parce que c'est la première vidéo de 2023 et oui, nous sommes dimanche 1er janvier 2023. Ça y est, l'année 2022 est derrière nous, on peut regarder maintenant devant nous et c'est le sujet aussi de cette vidéo où c'est une vidéo un petit peu particulière où globalement je vais vous donner ma vision sur la technologie pour le narratif 2023 et les années qui viennent. On va aborder un certain nombre de points dans lesquels on va passer sur ce qui nous attend sur 2023, 2024, et peut-être même sur le prochain bull run en parlant de ce qui est bien dans la technologie, de ce qui est moins bien, et des problèmes que l'on peut avoir. Alors là-dessus, je vais disséquer en deux parties. Vraiment deux parties, ça va être la partie vraiment tech, d'accord, et la deuxième partie dans laquelle ça va être la notion de mass adoption, d'accord, que l'on entend vraiment partout, c'est le fait que la plupart des personnes utilisent la technologie de la blockchain. Tout le monde attend la mass adoption soit du BTC, soit d'ordre général des BC, donc des blockchains. On va discuter de tout ça justement pour vous donner ces informations. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple, likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on entame tout de suite avec une vision un petit peu généraliste. Il va falloir, avant de répondre à tout ça, faire un petit pas de côté, et se poser la question, quels sont les besoins, d'accord? Qu'avons-nous vraiment besoin dans la technologie de la blockchain, dans les crypto-monnaies, pour avancer? D'accord? La réponse varie en fonction des personnes. On va avoir la notion de use case, que je défends déjà depuis un certain temps, qui est la notion d'utilisation. Quelles sont les choses qui peuvent être intéressantes pour le commun des mortels, et donc quel est le besoin que l'on répond à travers ces use cases dans la vie de tous les jours de Madame Michu, de vous ou de n'importe qui. D'accord? Quelle est la réponse de la blockchain, de la crypto-monnaie là-dessus? Là-dessus, il y a plusieurs choses dans lesquelles on va pas forcément aller, mais qui est la notion de privacy. On va avoir la notion de souveraineté, on va avoir la notion de monnaie, on va avoir la notion de tech, d'accord, le fait d'avoir une technologie décentralisée. Bon, globalement, il y a plein de choses sur lesquelles on va pas aller dessus, mais il y a la notion globalement de use case dans lequel on a un besoin. Ok. Ensuite, on va avoir quoi d'autre? Parce que la notion de use case, c'est bien, mais on va avoir aussi la réalité qui va être la partie réelle de l'évolution de la blockchain, qui va être ce qu'on a parlé déjà tout à l'heure, la notion de mass adoption, d'accord? Donc le fait d'aller, on va réécrire correctement quand même, mass adoption, dans lequel on va séduire le maximum de personnes. Bon, vous devinez bien que c'est interconnecté avec les besoins, et plus on va combler de besoins, plus on aura de personnes, et ainsi de suite. Ok. Mais pour évoluer, on a besoin de quoi? Bah là-dessus, vous allez me répondre, certainement, de la notion de scalabilité. D'accord, ok. Le fait de pouvoir faire scalabilité. De pouvoir faire, justement, une série de transactions de plus en plus nombreuses, sans avoir de congestion. Ok, ok. Ensuite, on va me répondre aussi de l'interopérabilité. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de s'interconnecter entre différentes blockchains. Ok. Pas de problème. Donc tout ça, c'est les besoins dans lesquels on doit pouvoir répondre. Alors, il y en a d'autres qu'on va aborder au fur et à mesure. Et la question qu'il faut se poser, ça va être, ok, mais quelle est vraiment l'essence même de la blockchain et dans lequel on bloque actuellement. Et ça, je pense que c'est très intéressant de faire un focus sur quelque chose qui vous paraît simple, mais pourtant dans lequel on met pas forcément le doigt dessus, et qui est important. J'essaie de vous donner dans mes updates, quand je vous fais une analyse d'un coin ou d'un projet, de vous donner cette notion-là, sans forcément l'expliciter, mais donc c'est intéressant de revenir dessus. C'est la notion de l'interconnexion entre la simplicité et l'utilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a une équation qui existe, qui est simple, donc simplicité, multiplié par utilité. Ça vous donne quoi? C'est simple, ça vous donne en fait ce qui va être choisi. Ça va être le choix de la société. D'accord? C'est ce qui rapporte le plus d'utilité
tout en étant le plus simple possible. Et c'est ça qui sera choisi systématiquement. D'accord? Il faut prendre en considération quelque chose qui est très important. La partie utilité, beaucoup de personnes pensent que la décentralisation est vraiment très utile. Ok, mais est-ce que l'utilité apportée par la décentralisation apporte suffisamment de simplicité pour l'utilisateur, pour qu'il puisse l'utiliser? On voit très bien ce qui s'est passé avec FTX, d'accord? Ou les SEX. D'accord? Les échanges centralisés. Actuellement, le principe même de la blockchain, c'est la décentralisation, c'est not your key, not your coin, c'est le fait de pouvoir posséder justement ces assets soi-même. Et pourtant, on regarde que les utilisateurs, majoritairement, sont toujours sur des échanges centralisés, même si ça a un petit peu changé. On a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas bougé, qui sont toujours sur des échanges centralisés, parce que c'est une question de simplicité, c'est le password avec l'adresse mail, on se pose pas la question, on n'est pas responsable, on n'a pas envie de se prendre la tête. Et c'est cette notion-là. La notion de simplicité, elle est majoritairement, souvent, trop décoté, alors que pour moi, c'est vraiment le cœur de la guerre, c'est ce qui détermine, en fait, la suite. Je vais vous donner une petite anecdote de Charles Hoskinson, qui, en l'occurrence, est le fondateur de Ada Cardano, qui a fait partie du projet Ethereum, qui était cofondateur d'Ethereum. Bon, un personnage que je n'aime pas forcément beaucoup, parce qu'il est très caricatural, qui va vraiment dans la provocation, il est excessivement dans la communication, mais c'est quelqu'un qui a une vision qui est, somme toute, très cohérente de l'écosystème, et qui est quelqu'un, voilà, qui est vraiment brillant dans son domaine, et je pense qu'il a vraiment une bonne vision, et quand il aborde la notion d'utilité, il donne un exemple qui est très très fort, c'est qu'il est justement dans un groupe particulier WhatsApp, avec les différents créateurs et CEO d'entreprises Web3, donc quand même au cœur de la privacy et de la décentralisation, ils se sont posé la question, est-ce qu'il passerait pas par Signal, d'accord, qui est beaucoup plus crypté, qui derrière est quand même, voilà, en termes de privacy, beaucoup plus intéressant que WhatsApp. Bah, devinez bien qu'il fallait faire des choses, il fallait transférer, en l'occurrence, ils sont toujours sur WhatsApp, ça ne change rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement. La complexité va être un frein à l'adhésion, et pour moi, c'est vraiment la notion de complexe. Si c'est complexe, en l'occurrence, ça ne sera jamais fait. C'est aussi le principe quand on crée un projet ou une société ou un produit, on doit simplifier au maximum, parce que si on veut faire changer la mentalité, parce que globalement, faire passer de Web3, du Web 2 à Web 3, c'est changer, d'accord? C'est entraîner une politique du changement. Donc c'est changer les habitudes des gens, changer leur façon de réfléchir. Et tout changement entraîne déjà de base une difficulté, d'accord? Donc, et ça, il ne faut absolument pas considérer que c'est aussi simple de changer, c'est quelque chose qui est dur. Donc plus ça va être compliqué, cette politique au changement, moins les personnes vont changer, ou en tout cas vont rester dedans. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est dur, et plus c'est dur, plus ça demande un effort, plus ça demande un effort, moins le changement rentre. Et ça, c'est très 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 important. Et maintenant, la question qu'on va se poser, ça va être dans cette notion de besoin qu'on a ici, ok, là, on voit absolument jamais la notion d'accessibilité ou de simplicité, et pour moi, c'est véritablement le besoin nécessaire pour pouvoir avancer. L'utilité doit avoir une valorisation immense pour que la simplicité passe au second plan, d'accord? Il faut vraiment prendre en considération ça. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on va reprendre les deux blocs, qui vont être la partie technologique et la partie mass adoption, dont je vous ai parlé, et on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant. Vraiment très intéressant. Parce que on va passer déjà sur la notion de tech. C'est-à-dire que on a parlé de la notion de use case tout à l'heure, d'accord? Les use cases, qui est globalement les cas d'utilisation, ce en quoi l'application répond à un besoin. Ok, qui c'est qui fait les use cases? En l'occurrence, la blockchain offre un moyen de concevoir, mais globalement, c'est les DApp. D'accord? Qu'est-ce que les DApp? C'est Decentralized Application. C'est les applications décentralisées. Les applications construites sur la blockchain. Et qui c'est qui construit ces applications? Ça va être les devs, d'accord? Les développeurs. Déjà, je pense que pour aller travailler sur la notion d'utilité, d'accord? Il faut des développeurs. Ok. Mais là-dessus, les développeurs, il faut que ce soit simple. Il faut qu'on puisse facilement aller chercher des développeurs, les faire passer sur le Web3. C'est très très important. À partir du moment où on n'arrive pas à faire ça, en l'occurrence, on n'aura pas d'use case. En tout cas, beaucoup moins. On aura des choses qui seront, moyens. On n'aura pas des
projets compliqués. Il faut aller dans des projets compliqués, en conception, pour répondre à des besoins complexes, mais qui soient simples à l'utilisation. Et c'est là où la première partie de la technologie, pour moi, elle est vraiment importante, et il faut impérativement régler deux problèmes. Un, la notion de sécurité. D'accord ? La notion de sécurité, elle est vraiment importante. Quand on voit les volumes de hacks qui a eu lieu sur la conception des smart contracts, c'est quelque chose, des plateformes décentralisées, c'est quelque chose qui est juste aberrant et ça ne peut pas continuer comme ça. Pour ça, en fait, il y a besoin d'avoir une notion d'unification des langages, et en tout cas de la sécurité, à travers la conception, je pense, d'un framework global. Alors, est-ce que le framework global, il va être basé sur Solidity, sur Kero, ou sur une autre technologie, ou sur Rust ? Peu importe, dans tous les cas, on doit avoir une évolution de ce côté-là pour faciliter l'utilisation des développeurs. La notion de framework, qu'est-ce que c'est ? C'est un environnement qui est déjà prédéfini, avec des bootcuts qui sont déjà prédéfinis, qui permettent de concevoir directement des blocs fonctionnels sans se poser la question de la complexité de ceci. Et c'est évident que les use cases avanceront au fur et à mesure. Je vais vous donner un exemple propre au Web 2. Actuellement, si on cherche un petit peu quel est le langage le plus utilisé dans le monde du Web 2, on va nous dire que c'est PHP. Parce que c'est basé sur quoi ? Sur le nombre de sites actuellement en ligne et avec la volumétrie, quel est le langage qui est utilisé. PHP est un langage ancien de scripting, qui est toujours à jour, il y a pas mal, il y a Symfony, il y a des frameworks qui tombent dessus, Laravel, etc. Peu importe, ce que je veux dire, c'est que actuellement, c'est basé par le nombre de sites. Par contre, si on regarde quelle est l'évolution la plus forte en termes de langage de programmation, on va voir que majoritairement, c'est le JavaScript sur du Web 2, d'accord ? Parce que, au fur et à mesure, on va voir le nombre de sites PHP qui va diminuer, le nombre de sites JavaScript qui va monter, jusqu'à ce que JavaScript dépasse, et qu'on ait potentiellement une autre technologie, hop, qui reprenne le dessus, qui fasse ainsi de suite cette courbe. Mais pour arriver à ça, c'est quoi ? Globalement, il va falloir faire évoluer notre framework. Actuellement, quand on regarde les frameworks qui existent et la capacité de développement poussée en Web3 sur des frameworks en JavaScript comme Angular, React ou Vue.js ou Node.js ou Type, on est sur des choses qui sont très simples d'utilisation, dans lesquelles le fonctionnel est par défaut et les briques sécurité sont déjà instanciées dans le framework. Là, actuellement, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Cette notion de sécurité, elle n'est pas du tout faite, et je pense que là, il y a un véritable travail à effectuer du côté, en tout cas, de la blockchain, pour pouvoir avancer sur cette partie-là. C'est essentiel que ce soit simple pour construire des applications, et surtout que la sécurité soit mise comme une base. Est-ce que ça doit être à travers un framework ? Est-ce que ça doit être à travers la blockchain ? C'est la véritable question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on n'aurait pas une forme de blockchain instanciée pour pouvoir, derrière, construire le framework et que la sécurité soit directement dans une couche de la blockchain ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être une très bonne idée, en tout cas d'instanciation. Je sais qu'il y a déjà des projets qui sont en train de travailler là-dessus, et c'est des projets, en tout cas, que je surveille de mon côté. Je vous ferai certainement des vidéos dessus, mais c'est des éléments qui sont importants. L'autre élément, après qu'on va arriver, ça va être la notion, en effet, de simplicité. Toujours dans cette notion de simplicité, il y a la notion de scalabilité, la notion d'interopérabilité, sur lequel on a déjà des solutions qui sont en train d'arriver. On a les layers 2, on a les layers 3, on va avoir dans l'interopérabilité, on va avoir Axelar, on va avoir de la modularité avec Celestia, on va avoir des langages qui arrivent sous une forme de Kero pour Starknet qui répondent à la notion de scalabilité tout en gardant une notion potentielle de framework derrière, de surcouche à Ethereum et au Solidity, pourquoi pas? Donc on est dans une phase où on est en train d'accélérer ce côté-là. C'est déjà, en fait ça a été plus ou moins le narratif lancé par 2022, je vous en avais parlé, et je pense qu'il va se terminer certainement en 2023, et c'est quelque chose dans lequel il va falloir surveiller, en tout cas au niveau de la tech. Au niveau de la tech, il y a aussi autre chose. La notion de construire des applications décentralisées apporte des difficultés, qui va être la notion d'infrastructure. D'accord ? La notion d'infrastructure est très importante. Quand on voit la centralisation des infrastructures utilisées pour des applications qui sont censées être décentralisées, on peut se poser vraiment la question de décentralisation réelle et le but de la décentralisation. Pourquoi on ne peut pas y répondre avec une infrastructure décentralisée ? Parce que pareil, on se retrouve sur la même problématique. La notion de scalabilité, encore une fois, et toujours, la notion de prix, et surtout la notion de simplicité. Actuellement, il n'y a pas d'acteur où c'est simple. Il n'y a pas d'acteur qui permet
des produits, alors que ce soit à travers par exemple de l'accès à du Wi-Fi, que ce soit avec Helium, que ce soit de l'accès à du stockage, que ce soit de l'accès à du cloud computing, rien n'est suffisamment simple et sécurisé à l'heure actuelle pour vraiment porter des devs néophytes dans lequel on les amène. Quand je regarde actuellement la difficulté de recrutement pour trouver des bons devs capables de pouvoir concevoir correctement des smart contracts, parce que concevoir des smart contracts, à peu près tout le monde est capable de le faire quand on a un peu de connaissances en développement et qu'on se donne le temps d'apprendre, mais concevoir des choses qui sont optimisées, sécurisées, c'est autre chose. Il faut de l'expérience, il faut avoir de l'idée, il faut avoir déjà des choses, donc c'est très compliqué d'augmenter le nombre de développeurs si on n'a pas une simplification de ce côté-là. Et je pense que c'est vraiment essentiel, et c'est vraiment le bloc dans lequel la notion de simplicité doit être au cœur du développement. Par la suite, on est encore trop dans la partie développement des sous-couches, on n'est pas encore dans la surcouche, tant qu'on n'aura pas ça, malheureusement, la mass adoption, on l'aura pas tout de suite, d'où la notion de passage à la mass adoption. Pour 2023, sur la partie tech, pour moi, on va continuer dans l'idée de 2022, où on va attaquer clairement la notion de scalabilité, d'interopérabilité, avec des projets comme Axelar qui vont pousser, des Layer 2, ZK, Rollup qui vont arriver en surcouche, donc il va falloir surveiller tout ça. Je vous ai fait notamment la vidéo du Top Crypto qui reprennent les différents projets intéressants qui sont globalement dedans. Ça n'empêche que la notion de framework, malheureusement, on est encore très très loin et je pense que ça prendra du temps et il va falloir qu'on ait une grosse partie de développeurs qui commencent à bosser dessus pour pouvoir faire avancer rapidement les choses. Et quand on regarde aussi les formations autour du développement Web3, on voit bien qu'on a des manques clairs et ça aussi, ça devrait augmenter et s'améliorer pour pouvoir faire de l'onboarding, pouvoir amener les personnes à l'utiliser. Et ça, c'est valable aussi avec de la mass adoption. Alors là-dessus, ça va être assez simple en réfléchissant. Qu'est-ce qui fait que les personnes l'utilisent? C'est parce que c'est utile, encore une fois, et c'est simple. Très, très simple d'utilisation. Si ce n'est pas utile, en l'occurrence, les personnes arrêteront de l'utiliser. Si c'est trop compliqué, les personnes arrêteront de l'utiliser, peu importe que ce soit un effet de mode ou pas. Ce qui reste, ce qui répond, c'est l'utilité fois la simplicité. Plus c'est simple, plus ça reste, plus c'est simple et utile, plus ça reste dans le temps, et devient un mode de changement. Et c'est là où on doit répondre vraiment. Et c'est là où il faut se poser la question de comment on amène les personnes dans la blockchain, dans l'univers des crypto-monnaies, l'univers du Web3. Comment on déplace ces personnes qui ont l'habitude d'aller sur du Web 2 vers du Web 3? Quels sont les éléments importants? Quand on réfléchit un petit peu, par exemple, au Web 2, le fait de pouvoir s'inscrire avec Google, ou que ce soit Facebook, d'accord, ou même GitHub, pourquoi pas? Ok, pourquoi les personnes font ça? Tout simplement parce que c'est simple, parce que c'est quelque chose qui a prouvé son utilité, d'accord? Donc Gmail, Google a prouvé son utilité, et donc quasiment tout le monde a un compte à un moment donné Google, ou autour de Gmail, ou a une adresse Gmail, ou a eu une adresse Gmail à un moment donné, la majorité des personnes. Et donc, on va vers la simplicité, et si on a un bouton, j'ai tout qui est centralisé, où j'ai pas à me souvenir de X mot de passe, et que je n'ai pas à remplir 60 trucs, c'est tout à fait aussi simple. Pourquoi s'embêter? Parce que je l'ai déjà. J'utilise déjà Gmail dans la vie de tous les jours. Quel est l'intérêt de dire à quelqu'un, tiens, installe un wallet, ok, et ce wallet-là te permettra de faire la même chose de ce que tu as déjà, sauf que tu seras tributaire de tes données. Je vais vous répondre clairement, les personnes sont tributaires de leurs données. Déjà, la majorité des personnes n'ont pas conscience que l'utilisation de leur téléphone portable, vraiment, et tout ce qui est effectué chez eux est tracé, utilisé et monétisé. La majorité des personnes n'en ont pas conscience, et même ceux qui en ont conscience, ils font « Oh, écoute, c'est comme ça !» Voilà, si vous ne dépensez rien, c'est que c'est vous-même le produit. Cette notion-là, elle est totalement non présente chez les personnes. Pour aller beaucoup plus loin, il faut justement se dire qu'est-ce que l'on crée comme utilité pour que les gens l'utilisent, et derrière, ne pas se dire l'utiliser juste pour garder pour ces données. C'est juste, ça doit être juste la couche supplémentaire, la couche de privacy, la couche d'accessibilité à l'information, de garder, être propriétaire de l'information, tout ça, ça doit être ancré dans les protocoles, mais ne doit pas être la raison pour laquelle les personnes viennent, ou en tout cas ne doit pas être la seule raison pour laquelle personnes viennent. Et justement, on parle de la notion de wallet.
Alors ça, c'est très intéressant d'aborder ça, parce que pour moi, c'est vraiment un des vecteurs dans lequel, en 2023, 2024, 2025, potentiellement, le prochain bull run, je le vois bien sur la notion de deux choses, la notion de wallet et la notion d'identité, d'accord? Et ça, je vais élaborer, mais au niveau du wallet, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la première interaction que les personnes ont avec la blockchain. Bon, en l'occurrence, c'est soit des sexes, d'accord, dans les échanges centralisés, soit des wallets. Ok. Wallet, bah déjà, il y a la seed phrase. Ok. Il y a la seed phrase qui est compliquée. On va avoir ensuite l'utilisation. D'accord? Utilisation, à savoir que plusieurs choses au niveau du wallet. Il faut avoir de quoi payer les fees de transaction. Donc ça veut dire qu'il faut le token de chaque blockchain que l'on souhaite, en fonction de l'application décentralisée que l'on a. Ok. Il faut après avoir quoi? Bah, il faut installer les différentes blockchains. Il faut savoir quels sont les tokens qui appartiennent à chaque blockchain. Je veux dire, avoir un WBTC, quel est l'intérêt? Enfin voilà, quelle est la notion de liquidité par rapport à ça? Ou un FUSDT quand on est sur Phantom? Tout ça, il faut assimiler, il faut comprendre. Tout ça, ce n'est pas simple, c'est compliqué. Et justement, cette notion de complexité ralentit la mass adoption. Et tant que ça ne sera pas réglé, bon, bah en l'occurrence, ça ne se fera pas. Et ça, pour y régler, on va repartir dans la partie tech. Il faut quoi? Il faut de l'interopérabilité. Ok. Il faut quoi? Une réflexion autour des fees. Pour moi, c'est obligatoire. Il faut aller plus loin dans l'interopérabilité, permettre, par exemple, d'appeler n'importe quelle application sur n'importe quelle blockchain où c'est. Tout simplement que ça devienne totalement transparent. Je veux dire, on s'en fiche totalement que le site internet dans lequel on est en train de naviguer, il soit hébergé par Google, Amazon ou le petit hébergeur au coin de chez soi. Je veux dire, l'utilisateur final, il en a rien à secouer, il se pose uniquement la question, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est simple à utiliser pour moi? Donc tout ça, ça doit être rendu totalement transparent. Donc le bloc technique doit permettre justement cette mass adoption pour rendre totalement lisible. Et ensuite, on doit avoir un wallet qui utilise tout ça, ou qui se substitue en tout cas à une partie de tout ça. Ça peut être aussi le cas. Donc pour moi, la notion de wallet va être vraiment essentielle dans les années à venir, parce que c'est le point de départ, vraiment, de tout utilisateur. Et justement, le wallet est dans la notion d'identification, d'ID, va jouer une part aussi importante. D'accord? La notion de wallet identitaire, c'est-à-dire définir son identité en signant une transaction, qui est le principe même de vérifier qu'il n'y a que vous qui avez cette clé, donc il n'y a que vous qui pouvez signer, donc c'est bien vous. La notion d'identité décentralisée, elle est essentielle, et elle ne doit pas passer par une centralisation de l'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une centralisation du stockage des informations de votre identité. Donc pour moi, ça doit être instancié comme étant une base réelle du fonctionnement de la blockchain et des wallets, et en tout cas des prochains wallets qui arriveront, parce que les wallets sont au cœur de tout. C'est ce qui définit toute transaction effectuée. Peu importe les use cases d'une application décentralisée, si vous n'avez pas de wallet, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et vous n'avez aucun intérêt à utiliser une application si vous ne comprenez pas comment fonctionne le wallet. Et c'est ça aussi qui est important pour moi. Plus que la notion de spéculation, on a quand même une grosse partie de spéculation, et là pour moi au niveau des use cases, on a vraiment un bloc essentiel, ou sur lequel on n'a pas encore attaqué, parce que on est encore sur le fondement, on est encore sur la chape ici de béton avant de pouvoir construire les murs, mais clairement, la porte, à un moment donné, c'est le wallet. D'accord? Et c'est quelque chose qui permettra d'évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller toutes les sociétés et tous les projets qui tournent autour des wallets sur les années à venir. Pour moi, c'est vraiment essentiel pour pouvoir définir aussi ça. Ensuite, ce qu'il va falloir valider, ça va être tous les projets qui sont liés à l'identité. Et là-dessus, il va falloir faire le tri, il va falloir retirer tous ceux qui sont liés à la centralisation de l'identité. Pour moi, ça doit être uniquement sur des projets de décentralisation de l'identité. L'autre chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est la notion de privacy. Si on parle d'identité, il faut qu'on garde une notion de privacy. Il ne faut pas que ce soit un protocole qui soit spécialisé dedans, mais il faut que ce soit une surcouche, d'accord, ou une sous-couche à un protocole existant qui permet cette privacy importante dans le stockage des données. Pour moi, ça, c'est la partie réellement narratif prochain bull run, dans lequel on n'a pas encore d'acteurs réellement dominants, on a des petits projets qui sont en train de se construire, à droite à gauche dans lequel il faut
suivre, mais on est vraiment dedans. Pour 2023, pour moi, on va vraiment construire, finir ces fondations dans lesquelles on a besoin, avec derrière la notion de scalabilité, la notion d'interopérabilité, la notion d'infrastructure. Pour moi, c'est des choses qui sont vraiment essentielles dans lesquelles il va falloir préparer donc 2023, voire même 2024. Ça me dérange pas que ça aille encore plus loin, et je pense qu'on continuera de toute façon dans tous les cas à les avoir. Et ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que en 2020, la notion de ZK Rollup et la notion de Zero Knowledge Proof était quand même très très loin, c'est très complexe. Et ben regarde, c'est déjà sorti, on a déjà du mainnet, du testnet, et Hermes Polygon va passer en testnet, en EVM compatible. Donc on est déjà, on avance très 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 vite. Donc pour moi, pourquoi pas se dire que 2023-2024, c'est la fin du socle, et on attaque après le reste avec la notion de framework, la notion de sécurité, etc. etc., etc. Et on voit que même au cœur de 2023-2024, on aura certainement quelque chose qui va rentrer aussi en compte, un retour de la décentralisation. Retour de la décentralisation. On voit bien ce qui a été rajouté à la roadmap d'Ethereum autour de la décentralisation, parce qu'il y a un véritable besoin, notamment au passage en merge, et qui est réel, et qui est lié. Quoi ? Qui est lié. Hop, on va prendre ça. Qui est lié à l'infrastructure. D'accord ? Qui est lié à l'infrastructure. Pour moi, c'est important. Si on n'a pas une infrastructure décentralisée simple d'utilisation, bah les personnes ne le feront pas, il faut que ce soit à faible coût, il faut que ce soit décentralisé, avec la même utilité et que ce soit aussi simple que créer globalement une VM sur Amazon ou autre, peu importe, il faut que ce soit simple et efficace, sinon on ne s'en sortira pas, et c'est le principe même. Pour moi, on doit aller dans la simplicité, on ne doit pas connaître et on ne doit pas savoir tout ce que l'on doit savoir maintenant pour utiliser un wallet et utiliser une application décentralisée. Avec la DeFi, on doit avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple, sinon on restera dans quelque chose qui est ultra centralisé, et ce ne sera juste qu'une brique fonctionnelle dans une entreprise totalement centralisée, dans lequel toute la notion forte de la technologie de la blockchain perdra vraiment son identité, et c'est pour moi vraiment l'élément 2023-2024, et on est en train de se diriger dessus, donc c'est tout à fait logique. Donc voilà un petit peu ma perspective pour 2023 et les années à venir. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, comme première vidéo de 2023, laissez-moi un petit commentaire pour m'expliquer un petit peu, vous, votre vision 2023-2024, voire même plus loin. Dites-moi tout ce que vous pensez, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.